Chers étudiants, je vais vous présenter aujourd'hui une séance de cours sur l'appareil de Golgi. Un conseil, chers étudiants, avant de suivre cette séance sur l'appareil de Golgi, vous devrez d'abord relire votre cours sur le réticulum endoplasmique. Et bien sûr, suivre les 3 séances vidéo sur le réticulum endoplasmique. Car il y a des mécanismes biologiques qui commencent dans le réticulum endoplasmique et se terminent dans l'appareil de Golgi. Je donne comme exemple la glycosylation que nous avons vu dans le chapitre sur le réticulum endoplasmique. Ce phénomène de la glycosylation commence dans le RE et se termine dans l'appareil de Golgi. C'est-à-dire, vous devrez d'abord voir la vidéo sur la glycosylation des protéines dans le RE avant de suivre le cours sur l'appareil de Golgi. Pour les étudiants qui vont assister la semaine prochaine au cours, c'est-à-dire la semaine du 23 novembre, doivent consulter et suivre cette vidéo sur l'appareil de Golgi avant de venir assister au cours. Comme je l'ai dit au départ, ce cours portera sur le deuxième organite qu'on va étudier cette année et qui est l'appareil de Golgi, c'est-à-dire Jihaz Golgi. On va commencer comme d'habitude par la structure de l'appareil de Golgi. Binyet Jihaz Golgi. Et aussi la biogénèse de l'appareil de Golgi. La biogénèse, c'est-à-dire l'origine de l'appareil de Golgi. تكوين أو تكون جهاز Golgi. L'appareil de Golgi a été découvert pour la première fois par un scientifique italien, Camillo Golgi. Et il porte maintenant son nom. Pour cette découverte, il a eu le prix Nobel en 1906. Dans la photo à côté, qui a été prise par microscopie électronique, cette photo montre l'ultrastructure de l'appareil de Golgi. Ici en bas, nous avons un schéma de l'appareil de Golgi. En regardant les deux documents, c'est-à-dire la photo obtenue par microscopie électronique et le schéma, on remarque que l'appareil de Golgi
est formé par un ensemble, c'est-à-dire un groupe de petits sacs, c'est-à-dire des sacules, أكياس صغيرة, qui sont parallèles. Celui-là, il est parallèle à celui-là. أكياس صغيرة متوازية. Et on remarque qu'il peut y avoir une communication entre deux sacules. Alors ici, on voit qu'il y a une communication entre deux sacules golgiens. Un petit groupe de 4 à 8 sacules, comme ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. Un petit groupe de plus de 4 à 8 sacules, constitue ce qu'on appelle un dictyosome. En examinant l'appareil de Golgi, on remarque que au niveau structure, c'est-à-dire l'appareil de Golgi a deux pôles. Ici un pôle, ici un pôle. C'est-à-dire qutban. Ou bien, on dit que l'appareil de Golgi a deux faces. Wajihatain. Il a une face à ce niveau-là. Ça, c'est une face qu'on appelle la face externe. Al-wajiha al-kharijiyya. Et là, cette face-là, qu'on appelle la face interne, al-wajiha al-dakhiliya. On commence d'abord par la face externe, qui est une face qui se trouve au voisinage du RE. On l'appelle la face externe, ou bien on l'appelle la face convexe, la face convexe. Alors, au niveau du RE, vous avez ici la face convexe de l'appareil de Golgi. Et à ce côté-là, bien ici, vous allez voir le réticulum endoplasmique. Au niveau de ce réticulum, vont se détacher des vésicules par bourgeonnement. Bourgeonnement, c'est-à-dire at-tabar'um. C'est-à-dire qu'au niveau du RE, vont bourgeonner des vésicules, qu'on voit ici, des vésicules, et qui vont se détacher du réticulum endoplasmique pour migrer vers l'appareil de Golgi, surtout vers la face externe. Donc ces vésicules que vous voyez ici, ils viennent du réticulum endoplasmique pour aller joindre l'appareil de Golgi. Et ces vésicules vont fusionner avec la membrane de l'appareil de Golgi. Fusionner, c'est-à-dire l'insihar. Ils vont fusionner avec l'appareil de Golgi. Bien sûr, ces vésicules qui viennent du réticulum, ce sont des vésicules qui contiennent des molécules qui ont été synthétisées
dans les RE. Ça peut être des protéines, ça peut être des lipides. Ces vésicules qui viennent du réticulum vers l'appareil de Golgi s'appellent les vésicules de transition ou de transport. Donc, on les appelle les vésicules de transition ou bien les vésicules de transport. حويصلات انتقالية. De l'autre côté, on a la face interne, واجهة الداخلية, ou bien la face concave. concave. الواجهة المقعرة. Au niveau de cette face vont sortir les molécules et vont se mettre dans des vésicules pour aller soit vers les lysosomes. Les lysosomes, ce sont des organites qu'on va voir par la suite. Ce sont des organites qui permettent la digestion des produits. Donc, les molécules qui se trouvent dans les vésicules et qui viennent de la face interne concave de l'appareil de Golgi peuvent aller vers les lysosomes. Si par exemple ce sont ces molécules des enzymes d'hydrolyse, bien sûr ils vont vers les lysosomes. Ou bien ces molécules-là peuvent aller vers des vésicules de sécrétion. حويصلات إفرازية. Donc, lorsque ces vésicules contiennent des protéines qui vont vers l'extérieur de la cellule, on appelle les protéines extracellulaires, bien sûr, ils vont se mettre dans des vésicules de sécrétion. Ou bien la troisième possibilité, ces molécules peuvent aller joindre la face ou bien la surface membranaire. Pourquoi? Pour renouveler les anciennes molécules qu'on trouve au niveau de la membrane. Régénération de la membrane, جديد الغشاء. Donc je répète rapidement, l'appareil de Golgi a deux faces, une face externe à côté du RE, réticulum endoplasmique. Cette face, elle est convexe, à partir du RE, les molécules vont se mettre dans des vésicules, puis vont migrer depuis le RE vers l'appareil de Golgi. Ces vésicules, on les appelle les vésicules de transport. Puis il a une autre face du côté interne. Cette face, elle est concave. Les molécules qui sortent de cette face ont trois possibilités. Soit ces molécules sont des enzymes d'hydrolyse, donc ils vont se mettre dans des lysosomes, soit ce sont des protéines ou bien des molécules extracellulaires, donc ils vont se mettre dans des vésicules de sécrétion, pour qu'ils soient libérés vers l'extérieur de la cellule. Ou bien, ils vont se mettre dans des vésicules pour aller vers la membrane pour renouveler et remplacer des molécules, des anciennes molécules, c'est-à-dire la régénération membranaire. On passe maintenant à la composition chimique de l'appareil
de Golgi. La membrane de l'appareil de Golgi contient environ 35 à 40% de protéines et il contient plus de lipides, environ 60 à 65%. Mais la particularité khassia de l'appareil de Golgi, c'est que cet organite contient beaucoup de glycosyltransférase. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il a un rôle très important au niveau de la glycosylation, parce que ces enzymes interviennent dans la glycosylation. Elle contient aussi un nombre important de sulfotransférase et de phosphotransférase. Les deux faces de l'appareil de Golgi, c'est-à-dire la face externe et la face interne, n'ont pas la même composition chimique. C'est-à-dire que les deux pôles, les deux faces, sont biochimiquement distinctes. Les deux faces n'ont pas la même composition chimique. C'est-à-dire que les molécules qu'on trouve sur la face interne ne sont pas les mêmes qu'on trouve sur la face externe. On dit qu'ils ont une polarité biochimique. C'est-à-dire, point de vue biochimique, ils sont différents. Donc, c'est-à-dire, les deux faces n'ont pas la même composition chimique. Il y a ce qu'on appelle une polarité au niveau de l'appareil de Golgi. Il y a une polarité qu'on a remarquée, c'est une polarité structurale, et il y a aussi une polarité biochimique. Toujours, on suit le même plan. Après la structure, la composition chimique, on traite le rôle de l'appareil de Golgi. Le premier rôle, c'est la glycosylation des protéines. Avant de commencer ce paragraphe, on va faire un petit rappel sur la glycosylation au niveau du RE. Comme j'ai dit au début, la glycosylation commence au niveau du RE et se termine au niveau de l'appareil de Golgi. Dans le cours sur le RE, on a dit que la glycosylation des protéines, c'est la fixation d'un composé de nature sucre sur une protéine pour former une glycoprotéine, c'est-à-dire une grosse molécule avec une partie protéine et une partie sucre. Donc, le rôle du REG, c'est la fixation d'un sucre sur une protéine. Et on a dit que ce rôle se fait en deux étapes. Du côté cytoplasmique, il se fixe sur un lipide qui s'appelle le dolichol et qui est doublement phosphorylé.
il se fixe 2 N-acétylglycosamine et 5 mannose. Donc, du côté cytoplasmique, il se forme un petit sucre formé de 7 molécules. Puis, ce polysaccharide va continuer sa formation vers le côté interne, c'est-à-dire le côté liminal, par la fixation de 4 molécules de mannose et 3 glucoses. Finalement, on a un polysaccharide avec 2 N-acétylglycosamine, 9 mannose et 3 glucoses, c'est-à-dire 14 molécules. Puis, au niveau de la lumière du RE, G, il y a des enzymes qui sont des glycosyles transférases, c'est-à-dire qui vont transférer le sucre vers la protéine. D'une autre manière, qui vont fixer le sucre, le saccharide, au niveau de la protéine. Après fixation du sucre sur la protéine, le sucre va subir des transformations. Il va perdre 1 mannose et 3 glucoses, c'est-à-dire il perd 4 molécules. Donc maintenant, vous avez formation d'une glycoprotéine avec 2 parties. Une partie protéique et une partie glucidique. Avec la partie glucidique, c'est-à-dire la partie sucre, est formée de 2 N-acétylglycosamine et 8 mannose, c'est-à-dire un polysaccharide qui contient 10 molécules. Cette glycoprotéine va par la suite se mettre dans des vésicules de transition pour migrer vers l'appareil de Golgi. Une fois la glycoprotéine arrive dans l'appareil de Golgi, la partie sucre va subir des transformations triérates. Il s'agit de la glycosylation dans l'appareil de Golgi. Alors, ces transformations se font en 4 étapes. La première étape, le polysaccharide qui est 2 N-acétylglycosamine 8 mannose, c'est-à-dire qu'il y a des molécules, 10 molécules, va perdre 3 mannose. Donc la première étape de la glycosylation des protéines au niveau de l'appareil de Golgi, c'est la perte ou bien l'élimination de 3 molécules de mannose. C'est-à-dire le sucre maintenant contient 2 N-acétylglycosamine et 5 mannose. Au lieu de 8 au départ, il a perdu 3, il reste 5 mannose. C'est-à-dire il a maintenant 7 sucres. Avant d'entrer dans l'appareil de Golgi, il avait 10 molécules. Maintenant, il a perdu 3 mannose, il reste 7 molécules. La deuxième étape de la glycosylation dans l'appareil de Golgi, c'est que la partie sucre va maintenant gagner une molécule de N-acétylglycosamine. Donc, la partie sucre contient maintenant 3 N-acétylglycosamine. Pourquoi?
Parce qu'avant, il y avait 2 N-acétylglucosamine, plus 1 qu'elle a gagné dans la deuxième étape, c'est 3 N-acétylglucosamine et 5 mannose. Donc maintenant, le polysaccharide, il est formé de 8 molécules. Tout à l'heure, c'était 7 molécules. Il a gagné 1 N-acétylglucosamine. Donc maintenant, il a 8 molécules de sucre. La troisième étape, il va encore, bien une autre fois, perdre 2 molécules de mannose. Et le polysaccharide, maintenant, contient 3 N-acétylglycosamine et 3 mannose. Parce qu'il y avait 5 mannoses, il a perdu 2, il reste 3 mannoses. Donc, en tout, il contient 6 molécules. La dernière étape, la partie polysaccharide de la glycoprotéine va fixer, bien, va gagner successivement, il va gagner 2 molécules de N-acétylglucosamine, puis 3 molécules de galactose, puis 3 molécules d'acide sialique. Donc, en tout, il va gagner 8 molécules. Donc, ce polysaccharide, maintenant, il contient 5 N-acétylglycosamine. Pourquoi? Parce qu'à la troisième étape, il avait 3 N-acétylglycosamine. Il a gagné 2, donc c'est 5 N-acétylglycosamine. Puis, il a déjà 3 mannoses et par la suite 3 galactoses qu'il a gagné dans l'étape 4 et 3 acides sialiques. Donc, en tout, le polysaccharide contient 14 sucres. Donc, je répète, la glycoprotéine qui vient du RE vers l'appareil de Golgi, elle contient une partie polysaccharide qui a 2 N-acétylglycosamine, 8 mannose. La première étape de la glycosylation commence par une élimination de 3 mannoses. Donc le sucre, il a 2 N-acétylglycosamine, 8 mannoses. Il perd 3 mannoses, donc il lui reste 5. Donc maintenant, il contient 2 N-acétylglycosamine et 5 mannoses. Par la suite, la deuxième étape, il va gagner 1 N-acétylglycosamine. Et à la première étape, il avait 2 N-acétylglycosamine. Donc maintenant, il a 3 N-acétylglycosamine et 3 mannoses. La troisième étape, et 5 mannoses. La troisième étape, il va perdre 2 mannoses. Donc à la deuxième étape, il avait 5 mannoses. À la troisième étape, il perd 2. Donc il lui reste 3 mannoses. Donc à la troisième étape, il contient 3 NaG, N-acétylglycosamine, et 3 mannoses, c'est-à-dire 6 molécules. À la quatrième étape, donc il a déjà à la troisième étape 6 molécules. Et à la quatrième étape, il va gagner 8 molécules. 2 N-acétylglycosamine, 3 galactose, 3 acides sialiques. Donc à la fin, ce polysaccharide, il est formé de 5 N-acétylglycosamine, 3 mannoses, 3 galactose, 3 acides sialiques, c'est-à-dire 14 molécules. Parfois, il peut s'ajouter aussi une autre molécule d'un fucose. Et on arrive comme ça à 15 molécules de sucre. Le deuxième rôle de l'appareil de Golgi est la sulfatation. Alors, c'est quoi la sulfatation? C'est la fixation d'un radical sulfate à une glycoprotéine.
cette molécule-là, dont on vient de parler, elle est formée de deux parties. Une partie glycidique, sucre, et une partie protéique. À ces deux parties va s'ajouter le sulfate. Donc vous allez avoir une grosse molécule qui est une glycoprotéine avec le sulfate. Ce qu'on appelle une glycoprotéine sulfatée. Ou bien on l'appelle un mycopolysaccharide. Donc un mycopolysaccharide, c'est une glycoprotéine sulfatée. Ce mycopolysaccharide, on peut le trouver donc surtout au niveau des tissus, de la substance fondamentale des tissus conjonctifs. Lorsque vous allez faire le cours d'histologie, vous allez étudier ce qu'on appelle un tissu épithélial et un tissu conjonctif. Donc, en résumé, la sulfatation, c'est une glycoprotéine qui va fixer un sulfate, un radical sulfate, pour donner une glycoprotéine sulfatée ou bien un mycopolysaccharide. Alors, le troisième rôle de l'appareil de Golgi est la sécrétion cellulaire. Al-ifraz al-khalawi. La sécrétion cellulaire, al-ifraz al-khalawi, il y a deux types. Soit on a une sécrétion continue, c'est-à-dire ifraz mustamir, par exemple la production des phanères. C'est-à-dire il y a certaines cellules qui ont une sécrétion continue de leurs produits. Ifraz mustamir, c'est-à-dire qu'elle sécrète son produit d'une façon continue, continuellement, elle n'arrête pas. Exemple, la production des phanères par les cellules de la peau. Parfois, certaines cellules ont une sécrétion, si vous voulez, discontinue. C'est-à-dire que le produit n'est pas libéré d'une façon continue. C'est-à-dire qu'ils vont fabriquer le produit et ils vont le mettre dans des vésicules, et dans ces vésicules, le produit est stocké. Et sa libération, sa libération ne se fait qu'après une stimulation nerveuse, ou bien après un signal hormonal, ishara hormonia. Je m'explique. Certaines cellules synthétisent ou bien fabriquent le produit et ils le mettent dans des vésicules. Ils le stockent. Alors, le produit de ces vésicules, il ne se libère vers l'extérieur qu'après qu'il y a un signal hormonal, ishara hormonia, ou bien après une stimulation nerveuse de la cellule, je donne un exemple, c'est celui des enzymes du pancréas exocrine. Le pancréas, enzymat le pancréas, c'est-à-dire le pancréas. Alors, les produits des cellules pancréatiques, qui sont des enzymes, elles sont fabriquées au niveau du pancréas, surtout au niveau des acides du pancréas, et ces enzymes ne sont pas libérées directement. Elles restent stockées et elles ne sont libérées que après qu'il y a une demande. Cette demande se forme de quoi? Se forme d'une stimulation nerveuse ou bien un signal hormonal. Donc, en résumé, la sécrétion cellulaire ou bien l'ifraz al-khalawi, il y a des cellules qui sécrètent leurs produits d'une façon continue. Je donne un exemple, c'est celui
la formation des angles va faire, elle se fait d'une façon continue, pas discontinue. Même si vous coupez les angles, donc ils vont s'allonger. Donc la sécrétion se fait d'une façon continue. D'autres cellules ne sécrètent pas leur produit d'une façon continue, mais elles fabriquent le produit et le stockent et il est libéré seulement lorsqu'il y a besoin à ce produit. Après avoir besoin à ce produit, à ce moment-là, les vésicules vont le libérer vers l'extérieur. Le dernier rôle de l'appareil de Golgi est la production des membranes. L'appareil de Golgi fournit à toutes les membranes de la cellule les glycoprotéines et les glycolipides et les polysaccharides dont ils ont besoin pour le renouvellement. Vous savez bien que au niveau des membranes de la cellule, membrane plasmique, membrane des organites, il y a certaines molécules qui peuvent se détruire, qui peuvent disparaître, et à ce moment-là, ces molécules elles sont renouvelées par d'autres qui viennent de l'appareil de Golgi. D'une autre manière, les protéines et les lipides qui se fabriquent ou bien qui passent par l'appareil de Golgi vont être transportés vers les différentes membranes de la cellule, c'est-à-dire la membrane plasmique, les membranes des organites, pour remplacer et renouveler les anciennes molécules. C'est une régénération, c'est un renouvellement جديد الغشاء. D'accord? Donc, le rôle de l'appareil de Golgi, c'est la production de membranes. إنتاج الأغشية. Comment? En remplaçant les anciennes molécules de ces membranes par de nouvelles molécules, c'est-à-dire par des glycoprotéines, des glycolipides et des polysaccharides. Donc, en résumé, l'appareil de Golgi, il a un rôle au niveau de la glycosylation, il a un rôle au niveau de la sulfatation, il a un rôle de sécrétion cellulaire et il a un rôle au niveau de la production de membranes, c'est-à-dire régénération et renouvellement des membranes biologiques. Voilà, je viens de terminer cette séance de cours sur l'appareil de Golgi. Alors, la prochaine fois, vous aurez une vidéo sur les lysosomes et les peroxysomes. Comme ça, après la prochaine vidéo, on va terminer tous les organites qui sont entourés par une seule membrane. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur les lysosomes et les peroxysomes et je vous souhaite bon courage.